Le plan épargne retraite, le PER, peut être une super enveloppe fiscale pour préparer sa retraite, mais il peut aussi y avoir des pièges. J'en ai recensé 8, c'est l'objet de cette série de vidéos, épisode 2. On avait vu dans le premier épisode 2 premiers pièges, à savoir les frais de gestion annuelle du contrat et les frais sous-jacents des unités de compte qui peuvent bouffer l'avantage fiscal du PER, et puis la déduction fiscale que l'on attend l'année suivante qui peut être plus faible que prévu parce qu'elle ne se calcule pas uniquement sur le TMI, sur le taux marginal d'imposition. Ça, j'en avais parlé dans l'épisode 1. Venons-en à l'épisode 2 avec deux autres pièges dont je vais vous parler, le matraquage fiscal en cas de déblocage pour l'achat d'une résidence principale et puis une fiscalité successorale qui peut être beaucoup plus lourde que celle de l'assurance vie. Piège numéro 3 du plan épargne retraite, il ne faut surtout pas utiliser le PER à mon avis dans l'idée de réaliser un déblocage anticipé pour l'achat d'une résidence principale. Je rappelle le fonctionnement du PER, vous faites des versements pendant votre période de vie active, ces versements sont déductibles du revenu imposable, mais ces versements sont bloqués jusqu'à votre retraite. Vous ne pouvez les débloquer qu'au moment de la liquidation de votre retraite, soit totalement, soit partiellement, soit encore sous forme de rente viagère. Donc ça, le fait que ce soit bloqué, ça peut freiner certains, et c'est pourquoi souvent votre banquier, votre assureur, au moment de vous convaincre de souscrire un PER, va insister sur les cas de déblocage anticipé, et parmi ces cas, il y a l'achat d'une résidence principale. Pour mémoire, je rappelle qu'il existe 6 cas de déblocage anticipé. Les 5 premiers cas correspondent à des accidents de la vie, des événements malheureux qu'on n'a pas envie de rencontrer. Donc vous allez avoir l'invalidité, le décès de votre conjoint, l'expiration de vos droits aux allocations chômage, le surendettement constaté par la commission de surendettement, ou encore la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Donc à la limite, ce qui est possible, c'est d'utiliser le PER comme une assurance finalement si on redoute de tomber un jour ou l'autre dans l'un de ces 5 cas. Le 6e cas, c'est celui de l'acquisition de la résidence principale. Mais alors là, c'est une mauvaise idée parce que contrairement aux 5 cas précédents qui sont des accidents de la vie, vous n'avez pas de fleur fiscale. Pour les 5 cas précédents, vous avez une exonération d'impôt sur le revenu. Pas des prélèvements sociaux sur vos gains, mais au moins d'impôt sur le revenu pour la partie que vous allez débloquer de votre PER. Pour le 6e cas, en revanche, vous n'avez aucune fleur fiscale et compte tenu de la manière dont est conçue la fiscalité française et en particulier le barème progressif de l'impôt sur le revenu, vous allez être matraqué sur le plan fiscal et c'est une très mauvaise idée de faire ce déblocage. Je m'explique avec un exemple chiffré. Vous voyez, vous avez ici le barème progressif de l'impôt sur le revenu 2025. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds que vous allez débloquer de votre PER pour acheter la résidence principale vont, pour la partie capitale, pour la partie qui correspond au versement, intégralement être imposés à ce barème progressif à l'IR. Ils vont s'ajouter à votre revenu imposable de l'année. La partie qui correspond au gain, à la plus-value, en revanche, elle va être taxée au PFU à 30%. Donc j'ai fait un petit exemple chiffré avec quelqu'un qui, par exemple, entre 22 et 32 ans, a eu un revenu imposable de 60 000 euros chaque année, et chaque année, il a fait un versement de 6 000 euros sur son PER. Donc au total, pendant ces 10 ans d'épargne, il aura pu avoir une déduction fiscale de 18 000 euros, puisqu'il est dans la tranche à 30%, la tranche marginale à 30%, ici entre 29 316 et 83 823 euros de revenus imposables, on est imposé à 30%. Donc comme il a pu déduire ses versements de son revenu imposable, il a eu une déduction fiscale de 18 000 euros. À 32 ans, il est mal conseillé, il ne sait pas, il n'a pas eu la chance de voir cette vidéo et il ne sait pas que c'était une mauvaise option de faire cela. À 32 ans, il décide de débloquer tout son PER pour acheter sa résidence principale et il va débloquer 100 000 euros. Ces 60 000 euros ont fructifié, ils sont devenus entre-temps 100 000 euros. Donc il débloque les 100 000 euros comme apport pour l'achat de sa résidence principale. Donc ces 100 000 euros vont être imposés de deux façons. La partie qui correspond au capital, au versement qu'il a fait, soit 60 000 euros, va s'ajouter à son revenu imposable, qui du coup va monter à 120 000 euros et va être taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. La partie qui correspond à ses gains, les 40 000 euros, eux, vont être taxés au PFU de 30%. Vous allez voir que ça va lui coûter
très très cher, puisque la partie capitale qui, elle, donc intègre son revenu imposable et est soumise au barème de l'impôt sur le revenu, va faire qui va monter jusqu'à la tranche de 41%, hein, il va dépasser les 83 823 euros de revenu imposable, puisque cette année-là, son revenu imposable va monter à 120 000 euros, et donc il va relever pour partie de la tranche à 41%. Il n'a aucune possibilité d'étaler ce revenu exceptionnel en quelque sorte que constitue ce déblocage de PER. Il ne peut pas bénéficier notamment du système du quotient qui normalement en fiscalité permet d'étaler les revenus exceptionnels. Là, ce n'est pas le cas. Il est obligé d'être imposé l'année du déblocage sur l'intégralité du capital qu'il a débloqué. Et du coup, ça va lui entraîner un surcroît d'imposition, j'ai calculé dans son cas, de 21 978 euros. Je rappelle qu'il n'a eu que 18 000 euros de déduction fiscale pendant sa phase d'épargne. Ça veut dire qu'il va payer 3 978 euros de plus que la déduction fiscale qu'il a eue pendant la phase d'épargne. Donc il va se faire avoir de quasiment 4 000 euros pour avoir réalisé ce déblocage pour l'achat d'une résidence principale. Mais ce n'est pas tout, la partie plus-value, la partie gain, elle aussi va être taxée au PFU de 30%, alors que s'il avait réalisé les mêmes gains dans le cadre d'un plan d'épargne en action, eh bien il aurait été exonéré de la part d'impôt sur le revenu et il n'aurait payé que les prélèvements sociaux de 17,2%. Au total, pour un déblocage de 100 000 euros, il va payer 33 978 euros d'impôt. Moralité, eh bien, il est vraiment à déconseiller d'effectuer un déblocage du PER pour l'achat de la résidence principale parce que sur le plan fiscal, la note d'impôt sur le revenu va vraiment énormément monter l'année de votre déblocage. Piège numéro 4, une fiscalité successorale qui est vraiment beaucoup plus lourde que celle de l'assurance vie. Alors là aussi, c'est très piégeux parce qu'au moment où on souscrit son plan d'épargne retraite, on a l'impression que ça fonctionne exactement comme l'assurance vie. Eh bien, pas du tout. Regardez bien la différence. Alors certes, on retrouve à chaque fois cet abattement de 152 500 euros pour les sommes revenant à chaque bénéficiaire, mais le critère qui va permettre de bénéficier de cet abattement n'est absolument pas le même pour le PER et pour l'assurance vie. Pour le PER, cet abattement ne joue qu'en cas de décès avant 70 ans, alors que pour l'assurance vie, cet abattement joue pour les versements que vous avez effectués avant l'âge de 70 ans. Donc ça n'a rien à voir. Autrement dit, le PER, eh bien, sur le plan successoral, en fait, il vaut mieux essayer de le vider, dès que vous avez passé l'âge de 70 ans. Il faut essayer de vider son PER et de ne pas le laisser dans la succession. Donc le PER, en réalité, il est plutôt fait pour être utilisé, pour être consommé pendant la retraite, ce qui n'est pas le cas de l'assurance vie, puisque l'assurance vie, tous les versements que vous avez fait avant 70 ans, le capital qu'il y a sur votre assurance vie, eh bien, ce n'est pas grave si ce capital est toujours présent au moment de l'ouverture de la succession, parce que là, vous avez bien l'abattement de 152 500 euros. Pour un PER, en cas de décès après 70 ans, eh bien, il n'y a pas l'abattement de 152 500 euros. Les sommes versées par l'assureur, donc épargne et gain, sont soumises au droit de succession. Elles intègrent la succession en intégralité, après application quand même d'un abattement de 30 500 euros, étant précisé qu'il s'agit d'un abattement global qui est partagé entre les bénéficiaires. Autrement dit, il n'y a quasiment pas d'abattement. Donc faites bien attention à cela. PER et assurance vie sont vraiment deux instruments différents. Le PER, le but, c'est vraiment de consommer l'épargne qu'on a accumulée et il faut vraiment, à partir de 70 ans, commencer à vider son PER, alors que l'assurance vie, c'est une optique un peu différente. Vous pouvez conserver le capital que vous avez accumulé à titre de précaution, par exemple, si vous souhaitez le consommer plus tard. C'est moins grave sur le plan fiscal si au moment de la succession, les fonds sur l'assurance vie n'ont pas été consommés, parce qu'au moins ils pourront bénéficier de l'abattement. Donc voilà pour ces deux pièges dont malheureusement on parle très peu sur YouTube, je trouve. Alors le premier concernait plutôt les jeunes, alors que le second concerne plutôt les plus anciens. Dans l'épisode 3, on va voir deux autres pièges qui concernent plutôt la sortie du PER. On va voir que la rente viagère est désavantageuse et qu'il ne faut pas la prendre. Ça aussi, c'est un des pièges du PER. Et puis on va voir aussi qu'il est impossible, malheureusement, d'effectuer des donations à partir de son PER sans préalablement en sortir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette série vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouvera bientôt sur YouTube. Merci, ciao.